du bassin du Nil d'une façon intégrée. On pense aux experts qui sont reconnus en France, tels que Jean-François Donzier, Pierre Haussel, avec qui on a travaillé ensemble plus de 20 ans sur l'implication de la gestion par bassin. Et aussi maintenant le premier sujet qui sera présenté par Jean-François, c'est le pacte de Paris qui a vu le jour il y a quelques années. On a rédigé ensemble ce pacte de Paris et comment ce pacte pourrait être adapté au bassin du Nil. Donc la tribune est à toi, Jean-François. Merci Fadi. Je me doutais bien qu'en étant le dernier intervenant de la table ronde, on me demanderait de conclure avant même d'avoir commencé. Mais je vais quand même essayer d'aller assez vite pour vous passer quelques messages. On l'a dit, un des problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée, c'est l'accroissement de la population, qui se traduit dans le domaine de l'eau par une augmentation significative de la consommation, que ce soit la consommation humaine, mais aussi la consommation industrielle, alimentaire et énergétique en particulier. Ce que l'on dit moins, c'est, même si on en a un petit peu parlé, c'est que l'effet du changement climatique sur les ressources en eau douce est déjà visible et sera extrêmement significatif dans un délai très court, qui n'est pas celui de la fin du siècle, qui est celui au maximum des 2 ou 3 prochaines décennies. Et ce changement climatique fait que l'eau douce est une des toutes premières victimes et que nous risquons d'aller dans le mur si on ne régit pas très rapidement pour mettre en place les mesures d'adaptation qui sont nécessaires. Et pour s'adapter, il faut mobiliser tous les partenaires, pas simplement les gouvernements ou les agences intergouvernementales, mais les gens qui sont sur le terrain et qui sont eux-mêmes les utilisateurs, les consommateurs de l'eau. C'est pourquoi nous avons, à l'occasion de la COP21 de Paris, constitué des alliances. Une alliance des signataires du pacte de Paris, j'y reviendrai dans une minute, qui, eux, promeuvent la gestion par bassin. Mais aussi l'alliance du business, qui regroupe les entreprises privées, pas simplement celles de l'eau, mais les entreprises manufacturières utilisant de l'eau dans leur process. L'alliance des mégacities, les grandes villes, puisque la population mondiale est en train de se concentrer dans ces grandes villes et que, bien entendu, cela pose des problèmes énormes à la fois d'alimentation, mais aussi de pollution et de destruction éventuellement des écosystèmes. Et puis une alliance du dessalement, parce que c'est une des alternatives possibles aux problèmes que nous rencontrons. Ces alliances ont signé entre elles un accord à la COP22 de Marrakech pour créer les alliances avec un S mondial pour l'eau et le climat, qui nous regroupe tous avec un objectif commun qui est de mobiliser nos compétences pour essayer d'aider les porteurs de projets et les faire émerger plus vite, et puis également pour identifier et diffuser les meilleures pratiques, parce qu'il est inutile de réinventer la roue chaque fois et que lorsque quelque chose marche, il vaut mieux le réutiliser le plus vite possible. Parmi les projets que nous avons lancés depuis maintenant 2 ans, la plupart d'entre eux portent sur les systèmes d'information. C'est un point dont on a peu parlé aujourd'hui, pour le moment, mais nous sommes dans l'inconnu en matière de gestion de l'eau. Nous connaissons assez bien la météorologie, nous connaissons l'hydrologie, mais nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. C'est pas parce que les vieux ingénieurs comme moi ont utilisé pendant des décennies des statistiques de crues décennales, duodécennales, centenales, que les choses vont se repasser comme ça dans le futur avec le changement climatique. Puis nous ne connaissons pas, ou très mal, les consommations, la pollution et la qualité de l'eau, bien entendu le fonctionnement des écosystèmes. Donc on est un peu dans l'inconnu, c'est un peu comme si on voulait gérer quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc aujourd'hui nous disons aux instances multinationales, aux banques de développement, aux pays, mettez en place des systèmes d'information sur l'eau, parce que, encore une fois, il va falloir être très précis sur la conception des ouvrages et sur les modes de gestion de la ressource en particulier. Un cas typique, le bassin du Congo, qui est un de ceux sur lesquels on travaille, ne serait-ce aussi que pour voir comment on peut utiliser les nouvelles technologies satellitaires, par exemple, dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a 10 fois moins de stations hydrologiques dans le bassin du Congo qu'à la fin de la colonisation belge.
Comment voulez-vous gérer un bassin qui est le deuxième plus grand bassin du monde sans avoir la moindre idée de ce qui s'y passe? Or, vous savez que déjà sur l'Oubangui, la navigation devient impossible à certaines périodes de l'année. Alors, au-delà de l'incubation, comme on dit aujourd'hui, de nouveaux projets montés par nos alliances pour appuyer les pays, nous avons, à la COP21, appelé à la signature du Pacte de Paris pour la gestion des ressources en eau et l'adaptation au changement climatique dans les bassins. Bassins des fleuves, bassins des lacs, bassins des aquifères, n'oublions pas les eaux souterraines, et bien entendu, faire face aux effets du changement climatique. 360 organismes mondiaux de 94 pays, c'est pas la totalité du monde, ont signé le pacte. Et qu'est-ce que dit le pacte? Ils disent que beaucoup d'entre vous cet après-midi ont déjà dit. Il faut gérer l'eau par bassin. Il n'y a pas de mystère. L'eau, elle coule sans connaître les frontières ni les limites administratives. Ça vaut d'ailleurs à l'intérieur des pays comme à l'extérieur. Et quand la ressource coule de haut en bas, eh bien, il faut mettre en place les outils de gestion là où se trouve la ressource, quel que soit le contexte, et notamment dans les bassins transfrontaliers. Et puis également, nous disons que le principal problème auquel on est confronté n'est pas technique. On sait construire des barrages, on sait construire des digues. Il faut progresser, il y a de l'innovation, bien sûr, notamment en matière de dessalement ou de réutilisation des eaux usées traitées, par exemple. Mais l'essentiel des problèmes rencontrés sont des problèmes de gouvernance, de mauvaise gouvernance, à la fois au niveau des cadres institutionnels dans lesquels la majorité de pays travaillent, mais aussi de mauvaise utilisation de l'eau, mauvais fonctionnement des systèmes au niveau du terrain. Alors, qu'est-ce que l'on a dit? Il faut renforcer les compétences, d'abord. Il faut créer des organismes de bassin, notamment des organismes de bassin transfrontaliers, lorsque nous avons à faire face à ces problèmes. Et puis, il faut évidemment travailler auprès des populations, auprès des utilisateurs, pour contrôler la demande. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a des problèmes, qu'on n'arrive plus à faire face à la demande, mais la demande est invraisemblable. C'est une demande dans laquelle les réseaux des villes perdent jusqu'à plus de 50% de l'eau potable que l'on met dedans. C'est une demande dans laquelle l'irrigation agricole utilise 3 fois plus d'eau que ce qui serait nécessaire pour faire mieux pousser les plantes. Et je ne parle que de ces deux sujets-là parmi d'autres. Donc, des premiers soucis, c'est de voir dans quelle mesure on peut faire réduire l'utilisation de l'eau pour qu'elle soit plus efficace à tous les niveaux, en s'appuyant encore une fois sur les systèmes d'information que j'évoquais tout à l'heure. Et à ce stade, pour aller très vite, je ne voudrais pas oublier non plus le recours à ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures naturelles de rétention des eaux ou les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que pendant des décennies, voire plus, des siècles, on a détruit les écosystèmes aquatiques pour de toutes bonnes raisons. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que cela crée des catastrophes, ça renforce les inondations, ça renforce les effets des sécheresses, et il faut qu'on sache jouer avec ce qu'on appelle désormais l'ingénierie verte, c'est-à-dire utiliser aussi les écosystèmes. Et bien entendu, pour protéger les écosystèmes, il faut lutter contre la pollution. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les chiffres des Nations Unies, plus de 85% des rejets humains se font sans aucun traitement dans le milieu naturel. C'est un des problèmes majeurs. Je ne sais pas comment l'ONU réglera ça au niveau des objectifs du développement durable, mais pour le moment, on est encore au début de la préhistoire en matière de traitement des eaux usées de toute nature. L'Afrique. Pratiquement tous les fleuves africains sont transfrontaliers, par quelques petits fleuves côtiers. Je vous montre cette carte comme ça, mais aussi pour vous dire que pratiquement tous les bassins africains, ce qui laisse le Nil encore un peu en retard, ont mis en place des traités entre les pays riverains et des organismes, des autorités, alors appelez ça autorité, commission, comité, peu importe, de bassins transfrontaliers qui réunissent les pays riverains pour gérer de façon commune ces fleuves transfrontaliers. On n'en est pas à ce point-là en matière de gestion des aquifères transfrontaliers. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aquifère nubien, mais c'est un exemple rarissime.
Il y a actuellement plus de 600, je parle sous le contrôle de Blanquart, plus de 600 aquifères transfrontaliers dans le monde pour lesquels on doit avoir des accords de gestion sur les doigts d'une main. Voilà, ça nous donne une idée. Or, l'essentiel de l'eau, elle n'est pas en surface, elle est dans le sous-sol. Je parle de l'eau douce. Donc, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Mais ce que je voulais vous dire pour conclure très rapidement, c'est qu'on a des outils. On a d'abord un cadre juridique international qui est assez développé, avec des conventions des Nations Unies ou des textes qui s'y rapportent, que ces textes sont parfaitement applicables dans la plupart des cas et apportent des solutions. Et puis, on n'en parle jamais, ce qui tend bien à prouver que ça marche, le moins mal possible en tout cas, mais l'Union européenne est le premier groupe de 28 pays au niveau mondial qui a mis en place une politique commune de gestion des eaux surface et souterraines, et que, comme vous le savez peut-être, nous sommes en Europe le champion du monde des fleuves transfrontaliers, pour 36 bonnes raisons historiques que je vous laisse deviner. Or, la nouvelle législation européenne de 2000 impose aux États membres de gérer en commun, y compris les fleuves transfrontaliers, et non seulement les fleuves transfrontaliers internes à l'Union européenne, mais également les fleuves transfrontaliers, on a très vite parlé du Danube tout à l'heure, pour lesquels une partie des pays riverains ne seraient pas membres de l'Union européenne, en demandant d'appliquer les mêmes procédures pour essayer d'arriver au même résultat, c'est-à-dire une gestion intégrée des ressources en eau et le bon état des eaux, et bien sûr un partage équitable de ces ressources. Alors, ça prend la forme en Europe, mais c'est les mêmes diagrammes que vous avez vus ailleurs. Je vous passe le Rhin parce que c'est l'exemple historique, un des plus anciens que nous avons, mais celui du Danube qui a été évoqué est également extrêmement parlant. Mais à partir de là, vous voyez que les autorités de bassin que nous avons mis en place en Europe sont à peu près similaires à toutes celles qui se sont mises en place avec succès autour du monde. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être innovant, de vouloir développer de nouveaux modes d'organisation, allez donc savoir pourquoi, qui seraient nouveaux. Il y a actuellement des modèles qui marchent bien, en sachant qu'encore une fois, ils ne marchent encore mieux quand on arrive non seulement à associer les pays, mais associer aussi les utilisateurs de l'eau sur le terrain, dans les pays riverains, c'est-à-dire les collectivités régionales, locales, les municipalités, et les différents types d'utilisateurs, agriculteurs, industriels et autres, qui contribuent eux-mêmes à la solution sur le terrain des problèmes. Ça vaut pour les fleuves, ça vaut aussi pour les lacs. On n'a pas parlé au niveau du Nil de ce que d'ores et déjà aujourd'hui, alors je vous prends l'exemple du lac Léman, ça fait 50 ans que les Français et les Suisses collaborent pour sauver le lac Léman. Et ça marche sans histoire particulière, mais avec un bon résultat, c'est que le Léman, comme d'ailleurs d'autres lacs transfrontaliers européens, sont sauvés aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que les pays du haut bassin du Nil ont pratiquement tous conclu des accords pour une gestion partagée des grands lacs du haut bassin. Et qu'aujourd'hui, nous avons une autorité du lac Victoria, du lac Tanganyika, etc., qui, elle, fonctionne plus ou moins bien, mais commence à bien fonctionner. On a parlé du Sénégal. C'est un exemple que l'on ne cite pas suffisamment souvent. Je voudrais vous rappeler que dans les années 70, les 4 pays du bassin étaient à 2 doigts de se faire la guerre, mais une vraie guerre, avec des vraies armées, des tanks et des fusils pour le partage de l'eau du fleuve Sénégal, et que Dieu merci, ils ont mis en place une organisation qui a été très rapidement évoquée tout à l'heure, qui est remarquable, en ce sens que le principe adopté était effectivement le partage des bénéfices, et pas le partage de l'eau, mais aussi la mise en place d'ouvrages communs dont la propriété n'appartient pas aux États riverains, mais à l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal. C'est un bon exemple, avec des méthodes de financement, parce que pour conclure, il faut évidemment que tout ça soit financé et que les prêts qui peuvent être faits par les grandes banques internationales ou bilatérales ne sont que des emprunts.
et qu'un emprunt, par définition, ça doit se rembourser parce que ce n'est pas des avances de capital. Donc, la question du financement de la gestion de l'eau en général et en particulier de l'adaptation au changement climatique est une question centrale, en sachant que c'est en général pas la priorité absolue des ministères des Finances. Alors, mesdames et messieurs, les dirigeants, les décideurs politiques, ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des outils, nous avons des exemples de situations qui ne sont pas simples. Celle du Nil n'est pas beaucoup plus compliquée que d'autres cas que nous avons sur le terrain et qui marchent. Et ça marche parce qu'il y a eu une volonté politique sur le long terme de faire en sorte de passer d'un système national à un système de bassin transfrontalier, appelle ça Fadi, la géopolitique, et que quand les gouvernants des pays s'entendent pour travailler ensemble, aujourd'hui on est presque sûr des résultats et que ces résultats sont porteurs de bénéfices pour tout le monde dans l'avenir. Merci de votre attention.